Impossible de parler, en tout cas, d'impact sociétal, comme le faisait Lucie à l'instant, sans penser immédiatement à la place qu'a pris le mobile, comme tous les écrans d'ailleurs, dans l'accès à l'éducation cette année, à l'éducation, à la formation, même au sens plus large. Je vous propose donc, pour qu'on puisse en discuter, de retrouver tout de suite une invitée de choix, puisqu'il s'agit de Justine Rist, directrice générale de YouTube. Bonjour Justine. Bonjour Charlotte. Alors, aujourd'hui, vous êtes une observatrice privilégiée de la place qu'a pris le mobile dans l'éducation. Je le disais à l'instant, YouTube, dont 70% des contenus sont consommés sur mobile, en est une source non négligeable depuis qu'une frange des YouTubeurs, que vous avez rebaptisés les EdYoutubers, se charge de cette transmission de savoir dans vos écrans. Qu'est-ce que vous pouvez justement nous apporter comme témoignage ce matin quant à la façon dont l'éducation et la formation sont consommées aujourd'hui? Alors effectivement, la culture au sens très large et l'éducation plus en particulier sont des tendances de fond qui ne sont pas du tout nouvelles sur YouTube. En France en particulier, nos utilisateurs ils viennent depuis longtemps sur la plateforme pour approfondir leur savoir, leurs connaissances dans des thématiques très larges qui vont des matières très académiques qu'on a dans le lycée, dans le collège, à des sujets de géopolitique, à l'économie, à l'environnement. L'environnement, c'est une vraie tendance de fond qui s'est vraiment accélérée depuis quelques mois. Et quelques chiffres pour vous illustrer quels usages on observe. Pendant les révisions du bac, non pas de l'année dernière qui était un petit peu modifiée, mais de l'année d'avant, 2019, il y a eu 400% d'augmentation des vues sur les contenus de révision, notamment justement les grands principes de philo, de bio, de maths. On a aussi mesuré que vous avez un étudiant sur deux qui utilise YouTube comme complément de ses études. Et en fait, ce qu'on observe en France, c'est que l'écosystème de ces EdYoutubers, donc qui est la contraction entre éducation et YouTubeur, il est d'une exceptionnelle richesse. On a des enseignants, des docteurs en philo, des passionnés eux-mêmes qui transmettent en fait cette connaissance, mais dans une grammaire YouTube qui du coup est très complémentaire de ce qu'on peut avoir dans un cours beaucoup plus académique quand on est assis en classe ou en fac, en amphi. Et c'est pour ça que ça prend autant d'ampleur. Tendance de fond, en 2018, le ministère de la Culture avait proposé 350 chaînes YouTube qui étaient justement adaptées à un usage éducatif. Donc on s'inscrit vraiment dans cette veine-là et c'est vrai que ce sujet est plus que jamais d'actualité. C'est un sujet d'actualité, d'autant plus cette année. Vous annonciez en mars 2020 que plus de 23 000 vidéos avec le titre « Enseignement à distance » avaient été consultées. Comment est-ce que vous avez réagi face à cette demande? Alors absolument. 14 mars, premier jour annonce du confinement. Et ça a été vraiment mécanique. On a vu, du coup, à partir du moment où les écoles étaient fermées, les universités étaient fermées, un pic sur tous ces sujets d'enseignement et d'éducation et d'apprentissage à distance. Une tendance que je décrivais plus haut s'est accélérée, notamment côté professeurs qui ont un peu développé ce réflexe YouTube, c'est-à-dire soit de joindre aux devoirs et pour les parents dans la salle qui utilisent par exemple Pronote, vous aviez beaucoup de professeurs qui joignaient des vidéos à leur support de cours, soit même des professeurs qui ont eux-mêmes lancé leur chaîne. J'ai en tête cette professeure de maternelle qui s'appelle la maîtresse parent live, qui a littéralement déporté sa classe sous la forme d'une chaîne YouTube avec l'aide de son mari qui était monteur. Et cette chaîne, elle a cartonné, elle a atteint plusieurs millions de vues en 4 mois en l'occurrence. Donc nos engagements, tout de suite, ça a été de créer un espace dans YouTube qui s'appelle Apprendre à la maison, qui permettait du primaire au lycée d'avoir toutes les rubriques directement bien classées, rangées, pour aller aider à ses révisions, à son apprentissage. C'était d'ailleurs en partenariat avec Lumni, vous savez, le portail éducatif de France Télévisions, et Bayard. À la rentrée, on a créé un carnet de rentrée. Vous aviez une sélection de 26 EdYoutubers qui sont dans toutes ces catégories aussi, dans toutes ces matières, qui étaient un peu des créateurs de référence. Et puis cette semaine, on est allé un cran plus loin. On vient d'annoncer un partenariat tout à fait inédit avec Arte et le CNC autour des savoirs et des cultures pour justement aider à faire rayonner et amplifier la culture
en ligne sur YouTube. D'accord. Clairement, il y a autre chose qui a accompagné cet engouement pour l'éducation à distance, c'est le problème de l'accessibilité finalement, l'accessibilité à tous. Comment est-ce qu'aujourd'hui vous vous saisissez de ce problème chez YouTube? Comment est-ce que vous participez à tenter de résorber finalement la fracture numérique? C'est complètement un sujet, en fait, je dirais, au-delà de ce sujet de fracture numérique, il y a vraiment un sujet d'inclusion. Si je reprends la mission première de YouTube, c'est donner à chacun une voix et open to the world, donc ouvrir au monde. Donc il y a bien dans notre ADN, en fait, cette volonté d'inclusion de tous les créateurs et aussi de tous les utilisateurs. Vous savez que YouTube est gratuit, que YouTube est accessible à tous à partir du moment où on a soit un téléphone, soit un ordinateur et puis une connexion. Donc nos engagements type savoir culture, c'était déjà un premier pas, un nouveau pas dans cette accessibilité à la culture. Et puis parmi nos priorités, il y a vraiment cette logique de je donne ma voix à chacun, mais je donne ma chance aussi à chacun. En fait, ce qu'on observe, c'est que tous ces talents créateurs qui sont pour certains depuis que YouTube existe sur la plateforme, c'est-à-dire depuis 15 ans présents, ce sont aujourd'hui des vrais entrepreneurs. Ils ont créé leur propre société, ils se sont professionnalisés. On a fait une étude d'impact qui a permis de mesurer qu'en 2019, YouTube a créé l'équivalent de 15 000 emplois temps plein, l'équivalent d'un demi-milliard de contributions au PIB français. Donc on s'inscrit vraiment dans cette logique d'inclusion et d'inclusion pérenne. Et un autre volet que je voulais souligner aussi, qui fait vraiment partie de nos priorités, c'est l'inclusion des femmes. On a un vrai sujet sur YouTube qu'on retrouve dans plein de sujets de la vie par ailleurs, qui est que les créatrices sont encore trop peu nombreuses, trop peu nombreuses en nombre et trop peu nombreuses parfois ou cantonnées à des thématiques un peu classiques du style le bien-être, le lifestyle, etc. Donc on a créé depuis 4 ans un programme qui s'appelle Elles font YouTube, qui a accompagné plus d'1 millier de jeunes femmes créatrices à oser, à se lancer sur YouTube, à créer leur chaîne, à créer cette fameuse sororité dont on parle tant. Voilà, c'est une vraie priorité pour nous aussi. Merci Justine de rappeler que le citoyen se conjugue aussi au féminin.